Bonjour et bienvenue dans votre podcast géopolitique, l'Ordre du Monde. Focus aujourd'hui sur une alliance géostratégique entre deux pays que tout semble pourtant opposer, l'Inde et Israël. Une alliance faite d'armement, de technologie, d'agriculture et surtout une proximité idéologique assumée. Des liens historiques aussi, chaque année l'armée indienne célèbre le Haifa Day pour commémorer le jour où des régiments de cavaliers indiens ont libéré le port Haïfa des Turcs, c'était en 1918. C'est l'Ordre du Monde. Et c'est parti. Alors Annalisa, cette alliance, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu contre-intuitive entre l'Inde et Israël, ça c'est vraiment une de tes passions. Ah oui, j'adore. Et puis, cette alliance en particulier, je la trouve vraiment très intéressante parce que c'est vrai qu'on s'y attend pas, hein. Ce sont deux pays très éloignés géographiquement et puis on a l'impression que vraiment tout les oppose. Et pourtant, ils sont en train de forger une alliance qui est très solide. D'ailleurs, la preuve, c'est que Narendra Modi, le leader indien, s'est rendu en Israël cette semaine. Et pourquoi on va commencer par dire ça, hein. La première raison de ce rapprochement, c'est que Narendra Modi et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, s'entendent très très bien. Ils sont très proches du point de vue idéologique. Oui. Eux, ils se disent même amis. Ils utilisent le terme d'amis personnels. Et donc, c'est normal aussi qu'ils aient, ces dernières années, rapproché leur pays, d'abord discrètement. Hein. C'était pas évident. Et puis, en fait, ce rapprochement est devenu de plus en plus assumé. Et il y a un terrain sur lequel ils s'entendent très bien aussi, c'est le terrain de la défense aussi. Oui, exactement. Pourquoi ? Parce que l'Inde commande énormément d'armes à Israël. Il faut penser qu'entre 2020 et 2024, 13% du matériel militaire indien était israélien. Donc en fait, Israël est devenu le troisième fournisseur d'armes à l'Inde après la Russie, après la France. Ils n'achètent pas que des rafales. Non, c'est ça. Ils achètent aussi énormément d'armements à la Russie et à Israël. Et c'est super important parce que ça façonne évidemment leur armée qui est aujourd'hui une des plus puissantes du monde, une de celles qui se développe plus vite. Alors pourquoi les Indiens achètent autant d'armements à Israël ? D'abord parce qu'ils se préparent à un éventuel conflit avec le Pakistan, avec puissance voisine, puissance nucléaire, elle aussi, et avec laquelle les Indiens ont de plus en plus de sujets de différends. On se rappelle l'année dernière ce point de tension énorme à la frontière exactement. Avec le Pakistan. Et depuis, c'est pas vraiment redescendu. Donc il y a un vrai sujet de défense ici pour l'Inde. Et puis parce que Israël est un des rares pays qui s'adapte à la politique Make in India imposée par Narendra Modi. En fait, Modi veut que presque tout ce qui est possible de fabriquer en Inde le soit. Et donc, les maisons mères israéliennes d'armement s'implantent aujourd'hui en Inde pour proposer des armements. Ils sont prêts à faire du transfert de technologie ou en tout cas assembler sur place. Oui. Et Israël aussi y trouve son compte puisque en ce moment, c'est assez compliqué d'acheter les armements israéliens avec la situation à Gaza, surtout pour les Occidentaux. Et donc, les Israéliens trouvent un débouché pour leur armement. Donc pour Israël, on voit que c'est un acheteur très important. Ça sécurise une partie de ses exportations d'armement. C'est un tiers à peu près, D'accord. C'est énorme. J'imagine que dans les relations commerciales aussi entre les deux, ça va au-delà du secteur de la défense, agricole. En fait, ils s'entendent vraiment sur tout. Il y a la technologie, il y a la cyberdéfense, il y a le secteur agricole, tu le disais. Ça se voit d'ailleurs dans les montants, sans trop détailler les secteurs, ça se voit dans les montants. En 2024, on parle de plus de 6 milliards de dollars d'échanges commerciaux. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans, donc on est vraiment sur un grand développement. Et d'ailleurs, ça ne suffit pas. Les deux, ils veulent aller encore plus loin. Ils ont signé à la fin de l'année dernière un accord bilatéral historique qui remplace l'accord bilatéral qui existait avant. Le but, c'est de tripler encore ces échanges commerciaux d'ici 2030. Donc tu vois bien qu'il y a un projet derrière et ça arrange tout le monde. Pourquoi ? Parce que les deux économies sont si différentes qu'en fait elles sont super complémentaires. Par exemple, sur le secteur agricole, l'Inde elle a 1,5 milliard d'habitants et elle a besoin de garantir sa sécurité alimentaire, c'est évident. Et en même temps, 1,5 milliard d'habitants, ça veut dire 1,5 milliard de consommateurs. Et Israël a les technologies pour aider l'Inde à développer son secteur agricole. Donc, tu vois ce que l'Inde complémentarité qui me vient à l'esprit quand tu dis ça, c'est sur le plan technologique, puisque tu sais, t'en parlais tout à l'heure, mais je sais que l'Inde forme plus d'1 million d'ingénieurs par an. Quand on sait à quel point les Israéliens sont aussi à la pointe sur la technologie, on voit aussi la complémentarité en termes de matière grise et d'innovation technologique entre les deux. Oui.
Hyper intéressant. Il y a aussi un autre point de rapprochement entre les deux, où c'est plus sur le plan idéologique, cette fois. Oui, alors ça peut paraître, étonnant puisque l'Inde, historiquement, s'est plutôt rangée du côté de la Palestine, non? Historiquement, surtout sous Nehru, ça a toujours été dans le camp des Des non-alignés. exactement et d'ailleurs, l'Inde s'est opposée même à la création, d'Israël en 1948 et bah, ça a complètement changé puisque désormais New Delhi soutient Israël, même sur la question palestinienne et en fait, pourquoi? Parce que les 2 pays, ils ont un point en commun, c'est que les 2 ont un groupe religieux majoritaire, évidemment, les juifs pour Israël et les hindous pour l'Inde et une minorité musulmane et donc pour Modi et pour son parti, le Bharatiya Janata Party, bah, en fait, la stratégie israélienne devient un modèle. C'est Israël est un modèle d'un État Mm. confessionnel religieux qui arrive à gérer une minorité de manière évidemment violente, mais qui arrive à gérer une minorité musulmane. Donc c'est aussi une inspiration Mm. pour Modi, pour se dire, voilà, Une on a une... inspiration avec aussi chacun sa propre histoire, hein. Enfin, on sait qu'en Inde, lors de la partition, c'était en 47, avec les colonnes de nouveaux Pakistanais, avec la création du Pakistan musulman qui croisait les colonnes hindoues, Mm, ça avait été une véritable mm. boucherie, quoi, voilà, qui est Ah, tu vois, on encore est là aussi sur 2 communautés, une des religieusement, grandes plaies qui est très encore vive, hein. séparées. Oui, Ouais. exactement Ouais. et voilà et donc la gestion de la question palestinienne, par Israël est, quelque part un modèle pour les Indiens, en tout cas pour le parti de Modi. Donc voilà pour cette alliance qui, à mon avis, il faut vraiment, la surveiller. Il faut vraiment surveiller, les discours, Mm. qui vont être faits, pendant cette visite parce qu'elle pourrait, redessiner, le monde. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a Mm. aussi une proximité, une question historique, non? Entre les 2, Oui, entre il y a l'Inde et aussi. Israël, c'est pas Ouais, moi nouveau? je voulais revenir aussi là-dessus. Quand tu m'avais dit, c'est toi qui m'avais proposé de dire, tiens, on va parler d'Inde et Israël, etc. Donc je me suis penché aussi sur la Oui. question. Et c'est vrai qu'il y a une anecdote historique qui est aussi très intéressante à regarder. Regarde, si je vais te montrer sur une carte en fait. Si tu pars de l'Inde, tu files à ce moment-là tout à l'ouest. Tu vois de l'autre côté, tu as l'Europe. Et alors ça a son importance. Pile poil entre l'Inde et l'Europe, on s'arrête au milieu entre les Oui. deux. Là, on zoome sur quoi? Bah forcément sur Israël. Et là, regarde, je t'emmène au port d'Haïfa. Et Mmh. juste à côté du port d'Haïfa, regarde, tu as le cimetière indien du port d'Haïfa. Et en fait, ça fait partie du voyage officiel de Narendra Modi en Mmh. Israël cette semaine. L'origine de ce cimetière, en fait, c'est une des clés d'explication de ce lien fort entre Israël et l'Inde. Pour ça, il faut se replonger en 1918. À l'époque, Haïfa, c'est un port de l'Empire ottoman. Et donc, tu as les Britanniques qui vont vouloir affronter les Turcs qui sont alliés de l'Allemagne, hein. Pour ceux qui nous regardent, vous voyez sur la carte cet empire ottoman qui couvre quasiment tout le Moyen-Orient. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs parce que c'est vraiment à cette époque, en 1918, que le démantèlement de cet empire ottoman va faire naître quasiment toutes les frontières du Moyen-Orient telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc à l'époque, pour Londres, contrôler cette région et contrôler le port d'Haïfa, c'est sécuriser aussi toute sa route Mmh. impériale Oui. vers l'Inde, le canal de Suez, puis tout le Golfe, à un moment justement où le pétrole est en train de devenir au Moyen-Orient 1978 un Un actif enjeu. stratégique. Et donc comment va faire Londres pour y arriver? Il va s'appuyer sur son empire, il va s'appuyer sur l'armée indienne. Il faut voir que pendant la Première Guerre mondiale, plus d'1 million d'Indiens vont servir. Et là, comment les Indiens vont faire pour prendre Haïfa? Oui, c'est ça, parce que pour le coup, ils n'ont presque aucune connaissance, de Ils ont aucune connaissance stratégique. de cette région, mais Mmh. en fait, tout va se jouer le 23 septembre 1918. Ça va être quelques semaines, donc juste avant la fin de la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, tu as 3 États indiens, l'État de Jodhpur, de Mysore et Mmh. d'Hyderabad, qui vont envoyer des régiments de cavalerie. Donc ça va être des Indiens qui vont débouler là-bas avec leurs chevaux. Et en fait, pour ceux qui nous regardent sur la carte, ils vont faire face à une armée turque qui, eux, sont dans Haïfa, derrière des positions fortifiées armées de mitraillettes, alors que les cavaliers sont Mmh. sur leurs chevaux, munis simplement de lances et de sabres. Et en fait, ils vont prendre en tenaille ces militaires turcs avec les cavaliers, on appelle ça les lanciers de Jodhpur à cheval qui vont arriver par le flanc est, et de l'autre côté, les cavaliers de Mysore qui vont arriver
arriver par le flanc ouest. Et donc, ils seront pris en tenaille, les Turcs, et ça va se jouer en quelques heures. Ils vont réussir à faire tomber les Turcs. Et donc, sur les photos qu'on voit défiler, là, tu vois, sur cette photo-là, on voit les cavaliers de Jodhpur et de Mysore qui défilent triomphalement sur la place Amara à Haïfa. On est le 23 septembre 1918. Et chaque année, même encore là, il y a quelques mois, tu as l'armée indienne qui, en Inde, célèbre le Haïfa Day. En fait, c'est une commémoration des morts indiens de cette bataille, de cette chute de Haïfa en 1918. Et cette charge de cavalerie, elle est souvent décrite dans les manuels militaires comme une des dernières grandes charges de cavalerie de l'histoire et de cette Première Guerre mondiale. En fait, c'est fou de penser que ce port était stratégique il y a plus de 100 ans et qu'il l'est encore aujourd'hui. Oui, il l'est encore aujourd'hui et il nous parle encore de cette alliance Inde et Israël. Il faut voir que ce port d'Haïfa, c'est le plus grand port d'Israël. Tu as aujourd'hui plus d'un tiers du trafic maritime d'Israël qui passe par là. D'ailleurs, après les attaques du 7 octobre 2023, le trafic a même bondi de 80% à Haïfa parce qu'il a absorbé tout le trafic des ports israéliens plus au sud, comme ceux d'Ashdod ou de Eilat, qui étaient quasiment à l'arrêt ou en tout cas en mode urgence. Et en fait, il y a un autre écho actuel avec cette histoire de la chute d'Haïfa de 1918. C'est en 2022, tu as l'énorme conglomérat indien Adani. Ah oui. Adani, voilà, qui a, voilà, on le voit là, archi-milliardaire, un des Indiens les plus riches en fait d'Inde, voire de la planète aussi. Et en fait, il a une branche portuaire qui s'appelle Adani Ports and Logistics. En 2022, il s'est positionné sur un appel d'offres et il s'est mis en joint venture avec un groupe israélien. Il a remporté l'exploitation et la gestion du port d'Haïfa pour un peu plus d'1 milliard de dollars. Donc aujourd'hui, c'est un groupe indien qui contrôle le premier port d'Israël. Tu vois, donc ça, c'est un symbole commercial hyper fort qui fait écho à notre histoire de 1900. Comme quoi, on revient toujours à l'économie et au port. Parce que moi, je retiens que le port, c'est ton obsession. Oui, c'est vrai que je t'ai parlé du petit port de Mariel à Cuba. Et là, on est en port. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que tu disais au début, c'est qu'effectivement, ce port-là est en plein milieu entre l'Europe et l'Inde. C'est vrai qu'il faut l'avoir en tête. C'est ça. Ça, c'est l'autre point géostratégique très important à avoir en tête. Il y a un projet de corridor qui est en cours de construction en ce moment, qui s'appelle IMEC. Il s'agit en fait de relier l'Inde à l'Europe avec des nouvelles voies maritimes et ferroviaires. Regarde, je t'ai préparé une carte pour qu'on se rende compte. Il y a un port, un des plus importants en Inde, qui s'appelle Mundra. Si tu pars de Mundra, tu charges ta cargaison là-bas, tu traverses la mer, tu arrives jusqu'au port de Jebel Ali en Arabie Saoudite. Là, tu charges ta marchandise sur une voie ferrée. Là, tu traverses tout le Moyen-Orient. Tu passes par l'Arabie Saoudite et la Jordanie jusqu'au port de Haïfa. Là, ta marchandise, tu la recharges sur un bateau, tu traverses toute la Méditerranée, tu arrives au port de Marseille. Et en fait, ce tracé-là, qui fait plus de 6000 km, eh bien, Emmanuel Macron et Modi en ont parlé lors de la visite de Macron il y a quelques semaines en Inde. Selon les promoteurs de ce corridor, ça permet de réduire les délais de transit de 40%, les coûts de 30% par rapport aux routes commerciales. Et ça fait aussi une alternative aux nouvelles routes de la soie que développe le président chinois Xi Jinping. Donc tu vois, il y a un gros potentiel d'échange entre l'Inde et l'Europe qui va être très important à suivre les prochains mois. Surtout en sachant que l'Inde et l'Europe viennent de signer leur partenariat. Donc, avec van der Leyen qui est parti là-bas. Et tu as en parallèle, tu as raison de le souligner, un partenariat très très fort. On va terminer avec nos radars de la semaine. Toi, qu'est-ce que tu surveilles, je crois, un voyage de Donald Trump? Oui, en fait, je surveille tout ce qui va se passer à Taïwan parce que Donald Trump, le président américain, a prévu d'aller en Chine à la fin du mois de mars, du 31 mars au 2 avril. Pour l'instant, les Chinois n'ont pas confirmé. Et en fait, il est en train de lâcher Taïwan, presque. Pourquoi ? Tu te rappelles, il avait promis une livraison d'armes à Taïwan, une livraison de plusieurs immense. milliards de dollars. Ouais, 11 milliards de dollars, c'était la plus grosse de l'histoire. Sauf que depuis, les choses ont un peu changé. La Cour suprême a retoqué ses droits de douane. Bref, Donald Trump est un peu fragilisé. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Et il va devoir peut-être aller voir les Chinois avec un peu plus avec une position un peu plus
comment dire, un peu plus modéré, hein, Ouais. voilà. On sait que Taïwan, c'est la ligne rouge de Xi Jinping. On a vu comment il montre les muscles vis-à-vis Voilà, de Sanae Takaichi au Japon. On sait que les plus grandes dépenses militaires de la planète depuis plusieurs années se font en Indo-Pacifique. Tout le monde structure ses alliances militaires par rapport à ce qui se passe à Taïwan. Exactement. Et il y a quelques jours, en début du mois de février, Xi Jinping a appelé Donald Trump pour lui faire part de ses inquiétudes par rapport aux livraisons d'armes à Taïwan. Donc, entre-temps, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il prend du temps, il fait poireauter les Taïwanais pour l'instant. Il livre pas les armes, il mène pas à bien ce contrat-là. Alors, la question, grande question, c'est pour ça qu'il faut la surveiller. Est-ce qu'il est prêt à se désengager de Taïwan? Est-ce qu'il est prêt à sacrifier Taïwan sur l'autel de la discussion commerciale avec les Chinois? Est-ce que Taïwan est encore un intérêt national vital pour les États-Unis ou pas? Sachant que tous les états-majors de la planète ont une cloque calée sur 2027, année avec où potentiellement l'armée populaire de libération pourrait fondre sur l'île. Voilà. Oui, pour la ramener définitivement dans le giron chinois. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu surveilles? Alors, cette semaine, moi, j'ai envie de te parler de la mer Baltique, parce que y a quelque chose d'assez fascinant qui se passe en ce moment. Ça fait 15 ans, en fait, qu'il n'y avait pas eu une banquise aussi épaisse et aussi étendue dans le golfe de Finlande. Et ça a des conséquences qui peuvent être très fortes pour Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que tu as des ports stratégiques pour la Russie qui sont au bord de ce golfe de Finlande, et c'est par là que Vladimir Poutine essaye en ce moment d'exporter comme il peut 40% de ses ressources pétrolières. D'accord? Ouais, déjà qu'il est limité, alors il faut en plus qu'il puisse exporter par ce biais-là, déjà qu'il est limité sur Exactement, et tu sais, on parle beaucoup de la flotte fantôme de Vladimir Poutine. Et ben en fait, beaucoup de ces bateaux partent de là. Tu les vois sur la carte que je t'ai préparée, et tu as le port de Vissosk et le port de Primovsk qui sont sur les bords du golfe de Finlande. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu as 25 cm de glace au large de ces ports. À partir de 30 cm, les seuls bateaux qui vont pouvoir continuer leur trafic maritime sont des bateaux dits de catégorie classe glace. Ça veut dire que c'est des bateaux qui peuvent tout seuls transpercer cette couche de glace. Et si tu n'es pas de cette catégorie, tu es obligé d'être accompagné d'un brise-glace. En fait, il faut le suivre. Sauf qu'il n'y en a pas assez. Et on est à quelques semaines de ce seuil, si bien que ces fameux ports stratégiques pétroliers russes ont annoncé qu'à partir du lundi 1er mars, tous ceux qui potentiellement ne seraient pas classe glace ne pourraient plus naviguer sauf avec un brise-glace. Et donc ça risque de freiner les exportations énergétiques russes. Donc tu vois, il y a ce que je trouve assez dingue dans ce symbole, c'est qu'il n'y a pas que les sanctions occidentales qui viennent frapper aujourd'hui Vladimir Poutine. Il y a quelque part la nature qui s'en mêle aussi en ce moment. Voilà. Et écoute, à surveiller, je te laisse aller surveiller au grand froid. Hein, je te tiendrai au courant. Je te laisse au soleil, moi. Ouais, je pars à Taïwan, je préfère. Voilà. Bon, c'est fini pour cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Mettez-nous vos commentaires qu'on lit attentivement, vos suggestions qu'on va suivre et qu'on pourra porter aussi lors de ce podcast. On se retrouve sur toutes nos plateformes. On vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon week-end et à la semaine prochaine dans l'Ordre du Monde. Merci Mathieu, à la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine.